Et bonjour et bienvenue sur les cartes sur table pour cette petite review des dernières cartes qui ont été révélées durant cette semaine. Et nous passerons aussi en deuxième partie sur les cartes qui ont été révélées pendant le live de draft qui a eu lieu ce mercredi soir, où il y a eu énormément de cartes révélées. Donc ça va être une vidéo assez longue en deux parties. On va commencer tout de suite par ce qui s'est déroulé pendant la semaine avec les cartes Vigilance. On va avoir Power from Pain, donc le pouvoir de la souffrance. Un événement Infamie et Vigilance pour 3, on donne +1, +0 à une unité pour chaque dégât qu'elle possède sur elle. Donc un gros buff pour le tour sur une unité, qui si elle est à plomb, ça doublerait son effet à plomb. Donc intéressant sur des unités qui possèdent d'assez nombreux points de vie pour encaisser de nombreux dégâts. On va avoir le Ghost, une unité spatiale pour 5 en vigilance et héroïsme. Donc une 5-5 rebelle véhicule transport et spectre. Donc on continue avec la thématique des spectres. Chaque autre unité amie spectre gagne les mots-clés que possède ce Ghost. Et tant que cette unité, donc ce Ghost, est améliorée, il gagne Sentinelle. Donc on a une unité qui va pouvoir buffer toutes les autres unités spectres qu'il y a sur le terrain, qu'elles soient terrestres ou spatiales, si on arrive à lui donner des mots-clés, et quand on l'améliorera, elle gagnera un mot-clé. Donc actuellement, les mots-clés qu'on peut donner, donc Sentinelle avec ce Ghost, on sait que on a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mots-clés intéressants qu'on peut donner. On peut donner, oui, Sentinelle. Il y a des améliorations qui donnent Sentinelle, mais ça, c'est pas très intéressant. Euh, Débordement, non. Euh, Aplomb, je ne crois pas non plus. Ah si, on a comment s'appelle le petit vaisseau, le Phantom 2, qui avait été révélé la semaine passée, qui permettait d'être attaché pour une action en payant une ressource, je crois, d'être attaché à un ghost, et si il est attaché à un ghost, il donnait aplomb. Donc on peut assez facilement, entre guillemets, donner aplomb à tous nos spectres grâce à ce ghost équipé du Phantom 2. Bon, on verra s'il y a d'autres améliorations plus tard qui donneront d'autres mots-clés. En tout cas, c'est intéressant. Dans une stratégie spectre, ça va donner un petit boost au leader Hera Syndulla. Donc on verra si on arrive à en faire quelque chose. On va avoir un événement vigilance pour 9. Donc c'est Nebula Ignition, donc comment dire, l'explosion de la nébuleuse, qui est un désastre, et on détruit toutes les unités qui ne sont pas améliorées. Donc ici, un événement un peu comme un tir de super laser, donc qui arrive un tour plus tard avec 9 ressources, qui détruit potentiellement toutes les unités adverses si on s'est débrouillé pour avoir des unités améliorées de notre côté. C'est un événement légendaire. C'est difficile de se prononcer parce que forcément ça pousse à jouer pilote. Est-ce que Vigilance est la bonne couleur pour jouer pilote? Je ne sais pas. C'est pas ce qui se profile, en tout cas au niveau des pilotes qui ont été révélés. Donc peut-être que ça sera intéressant pour clean le board, à condition que l'adversaire ne joue pas pilote lui-même, ou en tout cas d'amélioration. Sachant que actuellement on a quand même pas mal d'améliorations qui tournent hein, entre les blasters DL44 ou comment dire le sabre noir ou des choses comme ça qui peuvent ou simplement des petits boucliers ou des petites expériences qui peuvent faire en sorte qu'on ne détruise pas toutes les unités adverses en jouant cet événement. On poursuit avec le commandement. On va avoir un événement pour 0, Salvage, qui est juste commandement. On peut rejouer un véhicule depuis sa défausse en payant ses coups, et ensuite on lui inflige un point de dégâts. Donc c'est un événement qui nous permet de recycler une unité qui a été défaussée ou détruite précédemment, un véhicule uniquement. Il arrive comme si on l'avait joué entre guillemets de notre main, sauf qu'il a un dégât de plus. Donc on peut rejouer 2 fois un véhicule intéressant. Ça va être bien sur des véhicules qui ont des effets d'entrée en jeu ou des sentinelles simplement, qui permettent de revenir un peu plus régulièrement. Le petit dégât supplémentaire que possède l'unité en arrivant au jeu, il faudra bien mesurer sur quelle unité on visera avec cet événement, mais c'est un peu comme un retour de Palpatine un peu plus facile à jouer, même s'il cible que les véhicules, puisque on peut jouer des petits véhicules avec cet événement.
Ensuite, on va avoir pour 11 en commandement et infamie l'exécuteur, donc un vaisseau spatial, vaisseau capital, impérial et véhicule, une 12-12, donc c'est des stats qu'on a jamais vu. Pour le coup, c'est vraiment le vaisseau amiral de Dark Vador dans l'épisode 5 et 6, donc c'est vraiment un vaisseau très très costaud, énorme, qui possède du coup débordement, on s'y attend un peu. Pour ces stats, on a vraiment envie de pouvoir taper la base, donc on est sur un exécuteur, pardon, un dévastateur un peu boosté. Et une fois joué en attaque et une fois éliminé, donc il a les 3 triggers, il va générer 3 chasseurs taille, unités chasseurs taille, donc les jetons. Bon, c'est une unité légendaire qui fait plaisir à voir parce que c'est un vaisseau iconique de la saga. Maintenant, pour 11, c'est un peu fatigué parce qu'on va juste peupler le board en spatial, mais on défend pas, on n'a pas d'effet une fois joué, alors que le dévastateur avait l'avantage d'être à la fois sentinelle et de détruire une unité en arrivant en jeu. Ici, ben, on va juste faire plein de petits vaisseaux qui arrivent pas redresser, donc qui attaqueront que le tour d'après. Même si on spam le board avec énormément de vaisseaux, de petits jetons taille, ça va pas forcément nous faire gagner. En tout cas, c'est assez lent. En tout cas, c'est mon avis, comme ça, on verra une fois joué. On va avoir aussi Luke Skywalker, une unité pour 2 en commandement héroïsme. C'est une 3-2, force rebelle et pilote. Mais on peut le jouer en tant que pilote, avec la capacité pilotage cette fois qui coûte 3. Et si cette amélioration devait être éliminée, vous pouvez à la place le déplacer en tant qu'unité terrestre et l'engager. Donc, unité Luke Skywalker en tant que pilote va être éliminé soit via une élimination d'amélioration, soit si l'unité qu'il pilote est détruite ou renvoyée en main. Dans ce cas-là, on considère aussi que l'amélioration pilote est détruite, et dans ce cas-là, son effet se déclenchera. Donc, pour 3, on va booster à +3/+2 unité véhicule. Et si elle meurt, soit parce que l'adversaire s'en débarrasse, soit parce que nous on va la sacrifier contre une unité en face, on aura de nouveau une 3-2 en terrestre, alors inclinée pour le tour, mais pour les tours suivants. Donc c'est une carte qui fait du 2 en 1, à condition qu'on ait utilisé sa capacité de pilotage qui coûte 3. C'est sympathique. Je le vois bien dans un deck Leia ou Wedge pour un leader du 7-4. Mais dans un deck Leia, ça permet d'avoir toujours du board pour utiliser la capacité de Leia et faire des grosses attaques. Bon, à voir comment ça se profilera, mais en tout cas pour 2, même si on n'a pas du véhicule à piloter, ça reste quand même une 3-2 pour 2, donc une unité assez agressive, donc plutôt à réserver dans des decks agressifs utilisant soit des véhicules ou des pilotes. En tout cas, il est assez versatile de ce côté-là. Et ah oui, une combo qui avait été évoquée aussi, c'était d'utiliser le, alors le Snow Speeder, je sais plus comment il s'appelle, la 4-6 pour 6 qui avait embuscade et qui permettait de récupérer une unité qui coûte 2 ou moins de sa défausse. Donc si on perd Luke, on peut le récupérer et le rejouer plus tard sur un véhicule et faire une petite combo comme ça, intéressante pour avoir toujours des unités à jouer de sa main. On continue avec l'agressivité, avec le Relentless Fire Spray. Donc on sait à quel point les Fire Spray sont puissants dans ce jeu, et ça ne dénote pas avec ce Relentless. Donc pour 6, on a en double agressivité, donc bien attention, c'est deux icônes d'agressivité. On a un véhicule spatial 4-6, pègre, véhicule et transport. Et en attaque, on redresse cette unité, on utilise cette capacité qu'une seule fois par tour. Donc là, on a une unité qui alors arrive à engager quand on la joue normalement, mais qui le tour d'après pourra attaquer 2 fois, et ça tous les rounds suivants. Ce qui fait une menace très rapide, surtout quand on sait qu'elle peut être pilotée, et donc devenir beaucoup plus qu'une 4-6, qui peut attaquer 2 fois, donc ça peut faire, si elle n'est pas gérée très rapidement, ça peut être très compliqué. Et 4-6 actuellement c'est compliqué à gérer, parce que 4 d'attaque, ça passe en dessous d'Abattre le Dragon. 6 de points de vie, ça passe au-dessus de Takedown. Donc il est pas facile à gérer immédiatement. Il faudra certainement passer par des sentinelles, des choses comme ça pour le ralentir et ensuite pouvoir l'éliminer. Ou utiliser des événements dédiés comment dire,
au 7-4 qui permettent d'éliminer immédiatement des véhicules. En tout cas, c'est une unité dont il faudra se méfier, surtout dans les futurs builds double agressivité, qui permettront de faire des choses assez intéressantes. Surtout si on a une capacité de pilote intéressante qu'on peut du coup faire 2 fois par tour, que ce soit offensive ou défensive. On va avoir ensuite Cham Syndulla, donc le père d'Hera Syndulla. Donc pour 4 unités agressivité terrestre, une 5-4 rebelle et Twi'lek. Une fois joué, si un adversaire contrôle plus de ressources que vous, vous pouvez placer la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Donc une petite unité qui permet de ramp si l'adversaire a rampé mieux que nous. C'est difficile de trouver un deck intéressant pour cette unité là. Alors les stats sont sympas quand même, pour 4 on a une 5-4. Les 4 points de vie sont un peu faibles quand même pour maintenir l'unité en vie. On sait que à ce tour là on peut avoir des unités intéressantes qui peuvent venir défier ce Cham Syndulla. Et c'est une unité qu'on souhaitera rarement jouer au tour 4 puisque c'est rare, enfin en tout cas pour profiter de son effet une fois joué. Ou alors l'adversaire a vraiment dans ce cas-là, enfin, par contre, contre un adversaire qui a décidé de ramper et d'utiliser ses premiers tours pour jouer un resupply ou un technicien de super laser, cette unité-là a beaucoup plus de force, puisqu'on aura moins de présence en terrestre au moment où Cham Syndulla sortira, et on aura rattrapé un peu le retard qu'on a pris au niveau des ressources. Donc il peut être intéressant en tant que surprise, s'il arrive au bon moment, pour peut-être aussi déployer notre leader le tour où il arrive en jeu, en gagnant cette ressource supplémentaire. À voir, en tout cas j'aime bien l'unité en tant que telle pour ce qu'elle propose. En ruse, alors on a eu beaucoup de cartes ruses sur cette semaine. On va commencer par l'Amiral Trench, donc c'est un leader en ruse et infamie, qui a une action de leader, on peut l'incliner, on défausse une carte qui coûte 3 ou plus de notre main pour piocher une carte. Donc ça permet de recycler ses cartes, d'alimenter sa défausse, on va voir que c'est intéressant. Et il a une action épique, une action qui n'est pas une action épique, pardon, mais une action qui permet de déployer ce leader, qui coûte 3 et qui oblige à incliner le leader, donc on ne peut pas le faire si on a incliné le leader pour son action normale. Donc on paye 3, on l'incline, et si on contrôle 6 ou plus ressources, on peut déployer ce leader. Donc ça veut dire que ce leader, il va pouvoir être, comme ce n'est pas une action épique, on va pouvoir le déployer plusieurs fois dans la partie, du moment qu'on a atteint les 6 ressources. Et quand il est sur sa phase leader, donc c'est une 4-5 séparatiste et officielle, quand il se déploie, on révèle les 4 cartes du dessus de notre deck, un adversaire défausse 2 cartes parmi elles, et ensuite on pioche une carte parmi les 2 cartes restantes et on défausse l'autre. Donc on va, quand on le déploie, au final défausser 3 cartes, en piocher une, avec une petite sélection faite par notre adversaire. Et ça, on va pouvoir le faire à chaque fois qu'on déploiera ce leader. Donc s'il décède, s'il est éliminé, on va pouvoir le ressortir le tour suivant, puisque quand il est éliminé, par contre, il arrive incliné, donc on ne pourra pas le redéployer le tour où il est éliminé, pour refaire cet effet et piocher à nouveau. Donc ça permet d'avoir de la pioche, qui est intéressant surtout en ruse, qui n'est pas une affinité qui pioche habituellement. Et en plus, avec son action de leader classique, on peut avoir un petit peu de sélection sur les cartes qu'on a en main, pour se défausser en début de partie des cartes un peu trop chères et en piocher potentiellement des meilleures. Donc c'est plutôt sympathique. Le fait qu'il peut se déployer plusieurs fois, ça donne des idées sur des effets justement qui dépendent du déploiement des leaders. Alors actuellement sur le set 1, 2, 3, on n'avait que les bases rares, commandement et agressivité qui avaient un effet une fois le leader déployé, qui permettait soit de créer 2 jetons droïdes, soit de piocher une carte. Donc peut-être intéressant à combiner avec cet Amiral Trench, qu'on va pouvoir déployer plusieurs fois dans la partie. Et surtout avec son vaisseau amiral, qui est l'Invincible, donc une unité pour 6 spatiale, en infamie et ruse. C'est une 6-6 séparatiste véhicule vaisseau capital. Si vous contrôlez une unité séparatiste unique, cette unité coûte 1 de moins à jouer. Ça veut dire qu'elle coûterait que 5 si, imaginons, on a réussi à déployer Trench
ou si Trench est en jeu, ou n'importe quelle unité unique séparatiste. Et une fois qu'on déploie son leader, donc finalement on préférera jouer l'invincible avant le déploiement du leader, on peut renvoyer une unité non leader qui coûte 3 ou moins de sa défausse dans la main de son propriétaire. Ah non, autant pour moi, c'est une unité qui vient, c'est pas de la défausse, qui vient du jeu et qui remonte dans la main de son propriétaire. Donc un petit effet boon sur des petites unités à chaque fois qu'on va déployer Trench quand on a l'invincible en jeu. Bon, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est on coût 1 pour 5 si on arrive à avoir une unité séparatiste en jeu. On a une 6-6 en spatial qui est intéressante, qu'on pourra du coup, avec un effet qui pourra se réaliser au tour suivant si on est dans la curve à 6 ressources pour déployer Trench. Donc à voir comment ça va se combiner, mais en tout cas j'aime bien cette idée d'avoir déjà un leader qui peut se déployer plusieurs fois, c'est assez amusant, avec en plus de la sélection de cartes, faut voir que on va piocher des cartes, donc on va pouvoir potentiellement jouer des cartes pas très chères en nombre pour pouvoir en jouer plus avec cet Amiral Trench et essayer de prendre l'avantage comme ça. Et l'invincible qui permettra de faire en plus un petit effet bounce à chaque fois qu'on déploie Trench. On continue en russe avec un autre leader, cette fois côté héroïsme, Kazuda Xiono, donc qui vient de la série Résistance. Pour une action de leader, on l'incline. Une unité amie perd toutes ses capacités pour ce round. Donc ce round, ça veut dire aussi bien la phase d'action que la phase de regroupement. Et immédiatement reprend une action après celle-ci. Donc en fait, c'est une action gratuite. On fait simplement blanchir, ce qu'on appelle blanchir, c'est annuler toutes les capacités d'une unité qu'on possède, et on joue normalement ensuite. En tant qu'action épique, il peut se déployer pour 4 ressources, soit en tant que leader unité terrestre, classiquement, soit en tant que pilote. Dans ce cas-là, on a en tant qu'unité terrestre une 2-5 qui, en attaque, nous permettra de blanchir autant d'unités amies que l'on souhaite. Donc toujours pareil pour tout le round. Ou si on le déploie en tant que pilote, ça donne +3/+3, et en attaque, on fait pareil, on choisit un nombre quelconque d'unités amies qui perdent toute leur capacité pour le tour. Alors, on peut se poser la question à quoi ça sert cette capacité de blanchir. Alors, actuellement, on a le petit faucon, le faucon du 7-1, qui permet de ne plus avoir à payer sa ressource pour le maintenir en jeu, par exemple. Alors, également, le drawback aussi, c'est que du coup, on ne pourra plus le remonter en main si on en a besoin de le faire à la fin du tour. Et on va voir justement les autres petites cartes qui ont été révélées qui jouent un petit peu sur cet effet. On va avoir le Fireball, donc qui est le vaisseau de Xiono. Donc c'est une unité spatiale pour 2 en ruse et héroïsme, une 3-3 résistance véhicule et chasseur, qui est embuscade. Donc déjà pour 2, une 3-3 embuscade en spatial, c'était du jamais vu, donc c'est plutôt bon. Mais qui a un effet négatif. Quand la phase de regroupement démarre, on inflige un dégât à cette unité-là. Donc on imagine bien qu'il risque de ne pas survivre avec son embuscade si elle est allée chercher une unité qui a 2 points d'attaque, elle ne survivra pas à la fin du tour, sauf si on a Xiono qui lui permet du coup de blanchir son effet et de ne pas subir ce dégât en fin de phase de regroupement. Et à côté de lui, on va voir le Contratect Hunter, donc pour 3 en ruse, unité terrestre 4-4 pègre et chasseur de primes, qui a également l'embuscade. Donc pour 3, une 4-4 embuscade, c'est pareil, c'est assez inédit, mais qui a un effet négatif, c'est quand la phase de regroupement démarre, on élimine cette unité-là. Encore une fois, avec Xiono, c'est intéressant, on pourra le faire survivre et du coup avoir une 4 avec quelques dégâts sur elle pour la phase suivante, pour le round suivant. Continue avec les neutres. On a une base du coup rare qui s'appelle le Lake Country qui a 34 points de vie mais pas d'icône d'affinité. Donc ici on est un peu sur une base qui force entre guillemets à ne pas jouer d'affinité secondaire, donc se baser uniquement sur un leader et des cartes qui correspondent à l'affinité de ce leader pour posséder 4 points de vie supplémentaires. Donc c'est pas évident de savoir si ça sera joué en compétitif. Parce qu'on imagine toujours avoir une base plus intéressante, même une base à 30 pour avoir une deuxième affinité,
dans des decks monocolores qui ne veulent pas utiliser des cartes avec deux fois la même couleur, ça peut peut-être faire être intéressant. C'est assez difficile de se prononcer pour le moment, mais c'est une option supplémentaire, ça c'est intéressant. En Twin Sun, ça pourrait être joué, puisqu'on a déjà 3 affinités qui sont données par nos 2 leaders, plus la famille ou l'héroïsme. Donc ça nous permet d'avoir déjà pas mal de choix. Donc quand on aura un pool de cartes suffisant, donc là au 7-4 ça risque de pas être suffisant, mais quand on aura un pool de cartes suffisant, peut-être que 3 affinités suffiront, et on sera pas obligé d'avoir une quatrième fournie par la base. En tout cas, pour le construit aujourd'hui, je pense que c'est très corner, il y a que quelques decks qui pourront vraiment en profiter. Et pas sûr que ça soit vraiment intéressant. On va voir le Swarming Vulture Droid, une unité spatiale pour 2. C'est une 2-2 séparatiste droïde chasseur et véhicule. Et un deck peut contenir jusqu'à 15 copies de cette carte. Donc là, on n'est plus limité à notre restriction de base qui est de 3 en première. Et de toute façon, on n'est pas limité en scellé ou en draft. Et en Twin Sun, on sera normalement aussi capable de jouer 15 copies de cette carte. Et cette unité a +1/+0 pour chaque autre unité Swarming Vulture Droid en jeu. Ça veut dire que là, on peut, si on arrive à en poser quelques-uns, avoir des unités qui ont beaucoup de force, ont toujours de points de vie, mais une force cumulée plus importante. Alors ça rappelle un peu pour ceux qui connaissent la Magic, des rats qui sont un peu dans le même esprit. On peut en mettre plein de copies des mêmes rats dans le deck, et à chaque copie qui est en jeu booste les autres. Ça a l'air assez amusant, à voir si on arrivera à en faire quelque chose. En tout cas, c'est amusant, ouais, de voir cette petite stratégie-là, qui peut être une stratégie gagnante dans des decks de limité, en scellé ou en draft, où on arrive à avoir 5-6 exemplaires de cette carte-là dans son deck, et du coup avoir tout de suite une force d'attaque intéressante. En tout cas, j'aime bien le fait qu'il propose ça. Ça permettra de faire des decks fun assez amusants. Donc nous voilà avec les cartes qui ont été révélées pendant le stream. Hein. Donc les designers et les membres de FEG se faisaient un petit draft entre eux, et du coup ils ont monté des decks avec plein de cartes qu'ils ont révélées qui n'étaient pas encore révélées jusqu'alors. Donc on va avoir pas mal de cartes à discuter. Donc tenez-vous prêts, je vais essayer de passer vite parce qu'il y a énormément de cartes et j'ai pas eu trop le temps de les analyser, donc ça va être plutôt des impressions à chaud. Donc on va commencer en vigilance avec l'Ecobase Engineer. Donc pour 2 en héroïsme et vigilance, on a une 2-3 rebelle. Quand on le joue, on peut donner un jeton bouclier à une unité endommagée. Typiquement une carte qui sert surtout en draft ou en scellé, parce qu'on a souvent des unités endommagées qui survivent, ce qui est plus rare en construit. Ça changera, je pense, avec justement l'intervention des dégâts indirects. Donc on va pouvoir, si on a cette carte en main, choisir justement volontairement d'endommager nos véhicules pour pouvoir leur mettre un bouclier. Donc à voir, mais c'est plutôt une carte de limité qui fera le taf, hein, parce que pour le coup, les jetons boucliers ça reste très puissant, surtout en limité où la capacité saboteur est beaucoup moins présente. On va avoir pour 2 une unité spatiale en vigilance, le Silver Angel, donc frange, véhicule et transport. Quand un ou plusieurs dégâts sont soignés de cette unité, on peut infliger un dégât à une unité spatiale. Donc en soignant cette unité, on peut infliger des dégâts aux unités adverses. Ça combote très bien avec le leader Rostico sur le 7-4, qui permet de soigner des unités véhicules qu'on a attaqué de 2. Donc potentiellement soigner le Silver Angel. C'est très fort contre les jetons aussi, hein, parce que ce petit dégât permet de gérer les jetons unités TIE Fighter. Je pense que c'est pareil, c'est une carte limitée qui peut être très intéressante, ou dans des stratégies où on va soigner, donc Obi-Wan ou Rostico pour le 7-4. Pour soit retirer des boucliers sur les unités spatiales. Alors là, ouais, le désavantage c'est que ça ne touche que l'arène spatiale, donc si on a une unité en face, le Silver Angel est de toute manière en difficulté pour survivre. Donc il va falloir réussir à soigner assez rapidement. Ça va être une grosse question de tempo.
Ensuite pour 6, on a les Wingguard Security Team, en vigilance, une 4-4 frange et soldat, sentinelle. Et quand on le joue, on peut donner un jeton bouclier jusqu'à 2 unités franges. Donc il peut se donner un bouclier plus un bouclier sur une autre unité, comme par exemple le serveur Angel, qui est frange aussi. Ça peut être très très fort si on arrive à combiner les Wingguard Security Team d'un tour sur l'autre, puisque la première va se donner un bouclier et un bouclier à quelqu'un d'autre, et le tour d'après, on peut en jouer une deuxième qui va donner un bouclier à chacune d'entre elles. Ça peut être très sympathique. Ça peut être aussi sympa si on arrive à faire un peu de récursion sur ces cartes-là, en les renvoyant en main, en les rejouant par exemple. Bon, il y a... Bon, 4-4 Sentinelle, c'est pas non plus excellent à ce tarif-là, hein, pour 6. On a que 4 points de vie, mais le bouclier qui va faire certainement la différence si l'adversaire n'a rien pour y répondre efficacement. Pareil, en draft, c'est très fort. Et du coup, là, on commence à avoir une petite synergie sur les unités, le trait frange qui n'était pas utilisé jusque-là. Donc, c'est sympa de voir que tous les traits sont un peu exploités d'une manière ou d'une autre. On continue avec Close the Shield Gate, donc un événement tactique pour 1 en vigilance. On choisit une base. La prochaine fois que des dégâts devraient être infligés à cette base, on les prévient. Donc, ça permet d'éviter une grosse attaque si l'adversaire n'a qu'une unité avec qui attaquer. Idéal contre par exemple un vaisseau capital bien boosté ou même un vaisseau n'importe lequel qui est piloté chez l'adversaire et qui n'a pas encore attaqué. Donc ça permet entre guillemets d'éviter une grosse attaque. Si par contre il a la possibilité de mettre un petit effet qui fait un petit dégât à la base ou autre, ça ne fonctionnera pas. A noter que les dégâts directs n'annulent pas cet effet, puisque les dégâts indirects ne peuvent pas être prévenus, donc a priori l'effet de Close the Shield Gate est toujours actif malgré le fait que l'adversaire nous inflige des dégâts indirects et qu'on choisisse la base comme cible. Trace Martez pour 3 unités vigilance, c'est une 2-5 en unité terrestre classique, et en capacité de pilotage pour 1 cette fois, donc vraiment pas cher. On peut donner +2 à une unité, donc véhicule ami, qui n'a pas déjà un pilote sur elle, et quand l'unité attachée gagne en attaque, vous pouvez soigner un total de 2 dégâts de n'importe quel nombre parmi n'importe quel nombre d'unités. Donc ça permet de faire du soin en attaque. Vous connaissez déjà le droïde médical dans le set 1 qui faisait un peu cet effet-là. Ici, on a une amélioration qui le fait, donc qui permettra potentiellement de jouer une unité sur une unité un peu plus puissante et de faire un peu de soin. Donc ça combotte avec l'unité qu'on a vue précédemment. À voir si le soin est suffisamment impactant pour valider ces cartes-là. C'est intéressant contre du dégât direct, c'est moins intéressant quand l'adversaire est vraiment en face avec des unités. Donc à voir si on arrive à en faire quelque chose. Ensuite, on a le Cloaked de Star Viper pour 4 en vigilance, unité spatiale 3-2, pègre, véhicule et chasseur. Quand on le joue, on met 2 jetons boucliers sur elle. Donc là, une unité très résistante avec ses 2 boucliers qui aimera pas trop les petits jetons en TIE Fighter, mais en tout cas qui pourra quand même manger facilement les jetons X-Wing, puisqu'il faut au moins 3 attaques pour pouvoir le détruire. C'est plutôt fort. Même si ça coûte 4 pour une 3-2, c'est sûr que ses stats sont un peu faibles, mais on est sûr de la conserver en jeu un certain temps. Alors c'est pareil, plutôt une carte de limitée, puisque pour le coup, il y a énormément d'effets en construit qui permettent de faire -2, et du coup de perdre le Cloaked Star Viper pour des cartes moins chères en face. Mais en limité, ça peut être très fort, surtout pour mettre des pilotes dessus, hein. Bien sûr, c'est une très bonne unité pour faire survivre notre unité pilotée beaucoup plus longtemps que prévu. On continue. Alors, je l'ai mis une deuxième fois, le Cloaked Star Viper, je suis désolé. Et out the airlock. Donc, on va donner à une unité -5/-5 pour cette phase en événement. Donc, une sorte de Wankish ou de make an opening, donc ouvrir un passage beaucoup plus fort qui cible beaucoup plus d'unités. Alors, ça reste cher quand même pour un effet qui peut ne rien faire du coup, puisque -5/-5 ça va pas tout tuer.
Ça peut permettre par contre d'aller chercher l'unité avec une autre unité amie si elle est dans la même arène. Je suis assez. C'est intéressant contre des effets tels que le taille fantôme ou Chewbacca unité qui font qu'on ne peut pas éliminer l'unité avec un événement. Donc là, on peut passer par un -5/-5 pour détruire l'unité. Mais ça reste assez particulier. Continue avec le commandement, donc là c'est juste les deux bases à 30, donc le Teal Palace et Resistance Headquarters pour les images, les illustrations qui sont sympathiques. On va avoir une unité pour 2 en commandement et infamie, le Pantoran Starship Thief, donc un voleur de vaisseau spatial. C'est une 2-2, une unité 2-2, et qui a un effet une fois joué. On peut payer 3 ressources. Si on le fait, on peut attacher cette unité en tant qu'amélioration sur un chasseur ou un transport qui n'a pas déjà un pilote sur lui, et on prend le contrôle de cette unité-là. On a une sorte de traître sous condition, puisqu'il ne cible que les chasseurs et les transports, et à condition qu'ils ne soient pas déjà pilotés. L'avantage, c'est qu'on peut piquer des unités qui coûtent plus que 3 ressources, puisque traître c'était limité à 3 de ressources. Ici, on peut piquer des unités un peu plus puissantes, à condition bien sûr qu'elles ne soient pas pilotées. C'est intéressant, il faudra vraiment voir en construit selon la méta si elle a sa place. S'il y a vraiment des transports ou des chasseurs qui sont puissants. On en a vu là précédemment avec le Relentless Fire Spray, ça peut être très fort du coup de le récupérer pour soi pour seulement 5. Et une fois qu'il est attaché, j'ai pas précisé, mais ça devient un pilote du coup, et il a une ligne de texte quand même, c'est que quand cette amélioration est détachée d'une unité, l'unité revient à son contrôleur. Donc là, on retrouve ce qu'on avait sur la carte traître. Donc quand traître est détruit, on récupère le contrôle de l'unité. En tout cas, c'est bien que cette carte soit dans le pool de cartes, puisque ça invalidera un peu les stratégies qui cherchent à avoir des gros vaisseaux assez rapidement, et du coup piquer le vaisseau au bon moment pour éviter le déploiement d'un pilote ou d'un pilote leader ou simplement d'un pilote normal de la main. Ça permettra du coup de gagner entre guillemets l'unité au détriment de l'adversaire qui ne pourra plus jouer son pilote. On continue avec l'Adept Arc 170, c'est le troisième Arc 170 qu'on a dans le pool de cartes. Donc pour 4 en commandement, on a une unité spatiale 3-4 République, véhicule chasseur, Restore 2. Je crois qu'on avait à peu près exactement la même carte, mais qui était en héroïsme dans le set 3, qui faisait aussi Restore 2 pour 3-4 de stats au même coup. Donc bon, c'est une réédition entre guillemets d'une carte existante. Bon, c'est forcément une carte intéressante qui a été designée pardon, pour le limiter. Pas sûr qu'on la voit beaucoup en construit. Pour 3, on a une unité, le Eager Escort Fighter, donc c'est un E-Wing. Pour 3, donc c'est une 4-1 spatiale Nouvelle République, véhicule et chasseur, avec embuscade. Donc là pour 3, on a une 4-1 embuscade, ce qui est fort, parce que ça permet de gérer un faucon, un petit faucon. Si on joue Boba 2, ça permet de gérer un gros faucon. Ça permet de gérer quasiment toutes les unités spatiales qui coûteraient 3 ou 4 dans l'arène spatiale, du coup c'est pas mal. Mais ça ne survivra pas, donc forcément c'est du one shot. Quand on sait qu'on a Salvage, ah oui, du coup sur Salvage ça ne marche pas, l'événement qui permettait de rejouer un véhicule, puisque on lui inflige un dégât, donc il mourrait immédiatement, donc c'est pas très intéressant. Hum, Bon, c'est une unité qui peut potentiellement avoir sa place en construit, justement si l'adversaire joue énormément de spatial pour aller chercher le spatial avant qu'il soit piloté. Bon, à voir ce que ça donnera. Ensuite, on a le pilote clone, une unité terrestre pour 2 qui est une 2-2 en commandement, sans effet, qui est République quand même, clone et pilote. Et on peut le jouer en tant que pilote pour 2 aussi, et ça donne plus à un véhicule. Donc là, ça se rapproche très, très fortement de ce qu'on avait sur les stats des améliorations commandement à ce coup-là, qui donnait plus de. C'était comment ça s'appelle dans le 7.1, c'était l'entraînement académique. Mais ici, qui peut soit être une unité terrestre, soit être un attachement sur un véhicule. Bon,
c'est un effet vanilla qu'on aimera avoir en limité, mais qui sera pas joué en construit, aucun intérêt. On va avoir par contre là un événement Timely Reinforcement pour 5 en commandement, une tactique. On choisit un adversaire, pour chaque 2 ressources qu'il contrôle, on crée un X-Wing, un jeton X-Wing qui gagne sentinelle pour cette phase. Donc nous on le joue à 5, donc si l'adversaire a rampé il est potentiellement à 6, on crée 3 jetons X-Wing, donc ça veut dire 6 enfin 6 3 de 2, donc ça fait 6 de statistiques en spatial, qui donne sentinelle, donc qui peut permettre aussi de ralentir énormément l'adversaire en spatial s'il n'a pas les réponses adaptées. Je sais pas si ça sera vraiment intéressant en construit. On préférera avoir une grosse sentinelle plutôt que 3 petites typiquement. Après ça permet de peupler le board assez vite, surtout en fin de partie quand l'adversaire a 10 ressources, là on met 5 de 2. Si on arrive à survivre à ça, on a encore, nous, potentiellement des ressources pour faire autre chose. Bon, à voir. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ça permet de se sauvegarder en spatial, de ne pas jouer spatial et jouer terrestre, et d'avoir un bon événement qui va bloquer l'adversaire. Surtout quand on voit des unités qui peuvent taper plusieurs fois par tour. C'est bien de pouvoir splitter les sentinelles. Ouais, c'est vraiment... En fait, ça va vraiment être intéressant, soit si l'adversaire a swarmé en spatial et qu'on n'a vraiment pas d'autre réponse, soit pour bloquer une unité spatiale et avoir encore quelques unités derrière pour trade dedans. Bon. Je continue avec Dogfight, un événement pour 1 en tactique, en commandement. On peut attaquer avec une unité même si elle est inclinée, et cette unité ne peut pas attaquer une base pour cette attaque. Donc ça permet de faire un peu l'effet de la navette qu'on avait dans le set 1 qui permettait pour une action, en sacrifiant la navette, de faire ce genre d'effet. Très intéressant quand on a débordement. C'est une sorte de embuscade à retardement, on peut le voir comme ça. Ça va punir les gens qui ne veulent pas faire de trade, qui se disent non, je vais aller attaquer la base parce qu'il ne peut plus rien faire pour m'embêter. Est-ce que c'est mieux que Timely Intervention? Donc intervention opportune qui permettait de donner embuscade pour 1 à une unité. Oui et non, c'est une question de priorité, de tempo. Donc est-ce qu'il y a des decks intéressants? Que ça force. Si on a une réponse en main avec une unité qui sera plus puissante que l'unité adverse, qu'on peut jouer au même tour et jouer ce dogfight là derrière, ça peut être intéressant, mais certainement qu'on aurait préféré intervention opportune dans ce cas-là. Ou alors ça permet simplement d'avoir des options supplémentaires. On peut jouer dogfight et intervention opportune dans le même deck, pour avoir plus de possibilités d'utiliser nos unités pour frapper, pour gérer les unités adverses. Disons que c'est un effet supplémentaire dans le commandement qui permet d'avoir du contrôle de board, à condition qu'on arrive à avoir nos unités en vie. Je pense qu'il y a moyen de le voir dans des decks vraiment contrôle sur la base de commandement, ce qui est pas évident à part barrage dévastateur, enfin surtout côté infamie, mais associé du coup avec une autre couleur contrôle. Là on donne un peu plus de contrôle à commandement, c'est plutôt pas mal. On continue avec Air Superiority, c'est pareil, encore une tactique pour 2, donc on a énormément d'événements tactiques. On sait que on a comment ça s'appelle, la sœur de Soguerera, je ne sais plus son prénom, qui va en chercher, donc potentiellement on peut imaginer faire un deck autour de ça. Donc si vous contrôlez plus d'unités spatiales que votre adversaire, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre que cet adversaire contrôle. Alors, supériorité aérienne, c'est très fort en début de partie si on est parti en spatial et que notre adversaire est parti en terrestre, parce qu'on va pouvoir lui gérer son unité terrestre gratuitement avec cette carte.
Du coup, ça nous force à jouer énormément de spatial si on veut pouvoir en profiter un peu plus tard dans la partie. Donc ça oriente notre deck. Ça permet de gérer du terrestre sans passer par des unités terrestres, ce qui est plutôt bien, puisque en commandement, le gros problème qu'on peut avoir, c'est d'avoir les unités au bon endroit pour pouvoir gérer les menaces au bon endroit. Donc là, ça permet d'avoir une réponse spatiale vers le sol. Hum, Mais bon, ça oriente énormément notre deck. L'avantage c'est qu'on passe pas par l'unité, c'est-à-dire qu'on va pas compter la force de l'unité spatiale qu'on a, ni rien. Donc on fait 4 dégâts. Est-ce que 4 dégâts c'est vraiment intéressant au milieu, fin de partie? À voir comment on tourne autour. Je sais pas. Ça m'a l'air pas si mal que ça sur le papier. Euh, euh, Ça m'a l'air pas si mal que ça sur le papier, ouais. Donc là, c'est encore des outils de contrôle, c'est plutôt sympa de donner un peu plus d'armes à commandement pour gérer sans avoir à. Alors, il faut toujours avoir des unités, hein, le gros défaut entre guillemets de commandement, c'est qu'il faut des unités pour pouvoir faire quelque chose. Mais de pas passer par des unités pour faire quelque chose, comme on avait eu True Strike sur le 7-1, donc frapper juste sur le 7-1, qui était normalement une bonne carte, mais qui était trop situationnelle. Bon, Air Supériorité coûte un peu moins cher, que peut-être qu'il fera le cut. Ensuite, on a un attachement dorsal turret pour 1 en commandement. On l'attache à une unité véhicule uniquement, et l'unité gagne. Quand cette unité inflige des dégâts à une unité pendant son attaque, on détruit cette unité. Donc en gros, c'est une sorte d'effet comme l'unité RUC, qui faisait exactement ce même type d'effet. C'est quand on infligeait des dégâts à une unité, on la détruisait, peu importe que l'unité ait des points de vie encore ou pas. Alors là, c'est un peu plus lent, hein, parce qu'il faut avoir le véhicule en jeu, qu'il soit redressé, qu'on lui ait mis dorsal turret et qu'on attaque dans l'unité. Ça permet du coup de gérer des très grosses unités à bas coût, enfin à bas coût et entre guillemets, parce que ça coûte quand même des cartes et des ressources et des actions, mais ça peut permettre de faire peur. Alors ça ajoute +0/+0, donc vraiment on le joue pour son effet. Bon, en construit c'est trop lent, il y a peu de chances qu'on arrive à le jouer correctement. En limité, ça peut être marrant justement pour gérer les vaisseaux capitaux adverses à moindre coût. On continue avec l'agressivité, avec la base agressivité qui est très jolie, la Nadiri et Dockyard, qui est tirée du jeu Squadron. On va avoir une amélioration pour 2 en agressivité, Twin Laser Turret, qui s'attache à un véhicule, qui lui donne +2/+2. Donc déjà pour 2, +2/+2 c'est bien. Et en attaque, on peut infliger un dégât à chaque jusqu'à 2 unités dans cette arène. Donc là c'est très bien. Ça ressemble un peu à, comment dire, euh, à l'amélioration qui coûtait 3 dans le set 2, qui permettait de faire 3 dégâts comme on le souhaitait à 3 dégâts à des unités terrestres quand on attaquait. Alors ici, c'est un dégât à jusqu'à 2 unités, donc on ne pourra pas mettre plus qu'un dégât à une unité, à une seule unité, mais pouvoir faire des petits dégâts pour retirer des boucliers ou terminer l'unité quand on a mis pas mal de dégâts directs et que l'adversaire s'est dit qu'il laisserait qu'un point de vie à ses unités, c'est plutôt intéressant. Bon, ça reste une carte de limité qui sera très peu. Alors, avec Django, c'est quand même pas mal, ça permet d'incliner les 2 unités, puisque c'est bien l'unité qui attaque qui fait ses dégâts. Euh, Est-ce qu'on a d'autres intérêts? Euh, Là, j'en vois pas comme ça, mais bon, ouais, sur Django, on peut imaginer un Django vraiment qui part sur spatial pour éviter de se faire trade en spatial avec ce genre d'amélioration. On va continuer avec un véhicule laté d'épée occupieur pour 4 en agressivité. C'est un véhicule impérial et marcheur, une 3/4. Quand cette unité coûte une ressource de moins pour chaque unité terrestre endommagée. Donc les nôtres et celles des adversaires. Donc elle peut coûter très peu cher s'il y a quelques dégâts qui ont été mis dans les unités autour du jeu. Et il a débordement.
Alors, un débordement à 3 d'attaque, ça va pas faire énormément de dégâts sur la base. Mais c'est une unité qu'on peut jouer pour peu cher. On peut espérer la jouer pour 3. Donc une 3-4 pour 3, c'est assez classique. Avec débordement, c'est un petit plus. C'est une unité qui peut être très intéressante avec le grand inquisiteur, avec les trois forces qu'elle possède, vont permettre de l'utiliser une fois avec le grand inquisiteur. Si on l'a joué pour pas cher et qu'on joue le grand inquisiteur, on aura pas mal d'unités endommagées dans notre camp. Après, dans le 7-4, j'ai un peu de mal à voir. C'est forcément une stratégie autour des dégâts indirects, hein. On va pusher les dégâts indirects pour forcer l'adversaire à en mettre sur ses unités. Après, notre ATDP Occupier, il pourra taper avec son débordement et finir les unités adverses tout en faisant des dégâts à la base. Bon, voilà, on a résumé la carte. War Juggernaut, qui est un peu dans le même esprit. Donc pour 6 en agressivité, on a une 3-7, beaucoup plus de points de vie. Pour 6 forcément. République, véhicule et tank. Cette unité a plus 1 d'attaque pour chaque unité endommagée, donc y compris terrestre et spatiale, et les siennes et celles de l'adversaire. Donc il peut devenir très gros. Et une fois joué, on peut infliger 1 dégât à autant d'unités qu'on souhaite. Donc là, quand il arrive, déjà il fait un mini bombardement, un très mini bombardement. Mais global, enfin, on choisit les unités, donc déjà on peut le faire forcément que sur les unités adverses, mais pas forcément selon ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est une très grosse menace dans un deck dégâts indirects, puisque on ne peut plus se dire on va laisser nos unités à un point de vie, parce que on risque de se faire totalement exploser le board. Et par contre, ça peut devenir une unité très très puissante en arrivant en jeu si il y a pas mal d'unités endommagées. Bon, c'est sympathique, c'est sympathique. Ensuite, on va continuer avec le Shadowcaster, unité spatiale pour 6 en agressivité, une 4-7 pègre, véhicule et transport. Quand une unité amie est éliminée, on peut utiliser son effet une fois éliminé, une fois de plus. Donc, ça double les effets une fois éliminé des unités. Voilà. Si on a Trône, et ben on triple les effets une fois éliminés de nos unités amies. Quand on sait qu'il y a pas mal d'effets une fois éliminés qui font des dégâts indirects, eh ben ça peut faire des gros dégâts sur une grosse quantité de dégâts indirects. On peut imaginer aussi, on a du soin, on a de la pioche, on a qu'est-ce qu'on a d'autre en effet une fois éliminé, on a de l'expérience potentiellement quand on regarde un peu plus large. Enfin, on a énormément d'effets une fois éliminés intéressants qu'on peut potentiellement tripler avec cette unité là. Alors arrive à 6, etc. Donc c'est pas tout de suite, hein, la combo on va pas la faire tout de suite, mais on peut se mettre dans un spot où on peut simplement, posant une unité, dire ben si tu me la détruis ou si je fais en sorte qu'elle soit éliminée, tu vas avoir, enfin ça va retourner la partie, quoi. C'est sympathique, ça permet d'ouvrir un peu des combos intéressantes. Moi en tout cas j'aime bien, j'aime bien. Continue avec un événement Système Choc pour 1 en agressivité, une tactique encore. On élimine une amélioration non leader attachée à une unité. Si on le fait, on fait 1 dégât à cette unité. Donc là c'est une sorte de confiscation qui ne fonctionne pas sur les leaders, et en plus on fait un petit dégât de plus. Alors c'est mieux du coup confiscation, qui par contre confiscation qui cible les améliorations leader, donc bon, peut-être que ça rentrera plus facilement dans des decks agressivité si on cherche à contrer les decks pilotes qui ne passent pas par leur leader. Bon, je sais pas trop, c'est très bien en limité en tout cas. D'avoir et je crois que c'est la première carte qui permet de détruire des améliorations dans le 7-4, ce qui veut dire qu'ils ont quand même beaucoup limité cet effet-là pour éviter justement que la mécanique pilote dans le set ne fonctionne pas. Donc en limité, par contre, c'est une très bonne carte à prendre. On continue avec une unité terrestre pour 2, le Determined Recruit. En agressivité, c'est une 3-1 pour 2. Ok. Qui n'a pas d'effet et qui peut être un pilote qui donne plus 3 plus 1. Là, c'est plutôt intéressant, pilote. Plus 3 plus 1, ça permet d'avoir des unités très agressives avec le body, donc les statistiques du véhicule qu'on pilote qui permet quand même de le faire survivre plus que cette 3-1 pour 2. Mais bon, ça reste quand même une unité assez faible de manière générale.
Pour 6, le Rebellious Hammerhead en agressivité et héroïsme, unité spatiale, une 5-7 rebelle vaisseau capital. Une fois joué, on peut infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes qu'on a dans sa main. Ok, donc c'est de la gestion via les cartes en main, j'en parlais je ne sais plus quand, qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets sur le nombre de cartes qu'on a en main. On a beaucoup d'effets de pioche mais assez peu d'effets qui l'utilisent. Ben là, ça me donne tort, bah tant mieux, hein. Avec ce Rebellious Hammerhead qui a un petit effet de gestion quand il arrive en jeu, qu'on peut plus ou moins doser en fonction du nombre de cartes qu'on souhaite garder en main. C'est une 5-7 pour 6 en spatial, ce qui sont des bonnes stats. Moi je trouve ça une bonne unité de limiter, à voir si ça pourra rentrer en construit, j'en doute. Continue en ruse avec la base Mos Eisley qui est de toute beauté sur Tatooine. Un petit événement tactique, toujours tactique, pour un punch hit en ruse. On attaque avec un véhicule, il gagne plus 2, plus 0 pour cette attaque. Donc c'est une mini attaque surprise pour une ressource de moins. Donc plutôt solide. La restriction véhicule forcément donne comment dire, la sensation du 7-4. Mais non, c'est plutôt bien. Pour 1, en limité, c'est excellent, parce qu'on a souvent une ressource, on ne sait pas trop quoi en faire, donc avoir ce genre de petit effet-là qui va permettre d'aller choper une unité plus puissante, ou d'aller faire les 2 dégâts qui manquent à la base, on prend tous les jours. Jams Communication, un événement astuce en ruse et héroïsme. On regarde la main d'un adversaire et on défausse un événement de sa main. Donc là, c'est une sorte de, comment dire, d'étincelle de la rébellion, mais uniquement lié aux événements. Donc c'est un peu un body hook, mais en événement, c'est tout, et pas en unité. Quoique body hook cible aussi les améliorations, donc c'est quand même moins bien. Alors c'est bien en milieu de partie, quand on sait que l'adversaire n'a pas forcément de réponse avec ses unités, d'aller chercher l'événement, typiquement un punch hit ou la destruction d'amélioration qui peut nous embêter. C'est c'est un petit trick sympathique qui n'aura pas forcément sa place en construit, sauf si on joue typiquement contre du hard control, on peut se dire j'en mets 3 comme ça je suis sûr de lui retirer ces gros événements, surtout quand on arrive à défausser un tir de super laser, on est bien content. Donc ça permet d'augmenter la capacité de défausse de ruse, qui était déjà pas mal fournie. Continue avec un événement Clement's Patrol, un événement tactique encore, ruse et héroïsme. Placez une carte de votre... Passer une autre carte, oui, parce que quand on joue un événement, je rappelle la règle, c'est l'événement est considéré dans la pile de défausse au moment où on résout son effet. Donc, on doit placer une autre carte que celle-ci de notre d'une pile de défausse, donc pas forcément la nôtre, en dessous du deck de son propriétaire. Ouais, c'est ça. Et si on le fait, on crée un jeton X-Wing, donc unité spatiale de 2. Donc pour 1, on peut recycler une de ces cartes qui est dans notre défausse pour mettre un X-Wing, ou embêter l'adversaire qui souhaitait faire quelque chose d'une de ces cartes de défausse. Alors, il y a de plus en plus d'effets qui jouent avec la défausse. Donc dans les effets classiques, on avait Retour de Palpatine, ici on avait Salvage qui permet de rejoindre un véhicule. On a Cobb Vance qui permet de rejouer une carte de ce qu'on a défaussé parmi les cartes du dessus de son deck, et on ne peut jouer que celle-ci, donc si on arrive à lui remettre dessous, il ne peut plus le faire. Par contre on lui crée un X-Wing, il faut faire attention. Sinon, de manière générale, ça sera plutôt sur nos cartes à nous, hein. On va remettre une carte à nous sous notre deck. Alors, on a assez peu de moyens de mélanger son deck, mais on a pas mal de moyens de chercher dans son deck, ce qui permet de remonter les cartes qui sont au fond de son deck au-dessus. Donc ça peut toujours être utile dans des parties un peu longues. Et on crée un petit X-Wing. Donc on a une 2-2 pour 1 en gros, avec ce petit effet supplémentaire qu'on peut, une fois tous les 4 matins, jouer sur l'adversaire pour pas qu'il ait un avantage intéressant. On continue avec une amélioration in depth to Crimson Dawn, donc en ruse et infamie. Donc c'est une amélioration, quand l'unité attachée devrait se redresser, on la clean du coup, sauf si son contrôleur paye 2 ressources. Alors l'avantage de ça, donc c'est une sorte de
je sais plus, c'est congelé dans la carbonite, voilà, qui coûtait 3, qui faisait un effet constant d'inclinaison. Ici, il y a la possibilité de redresser en payant 2, mais ça cible les leaders, ce que faisait pas la carbonite, congelée dans la carbonite. Donc c'est une taxe supplémentaire de 2 que l'adversaire choisira ou pas de payer pour redresser. Ça ne détruit pas l'unité. Donc c'est quand même moins fort qu'une destruction ou qu'un renvoi en main. C'est plus situationnel. L'unité elle peut toujours recevoir des dégâts indirects et on peut toujours potentiellement la redresser quand on n'a rien à faire de ces deux ressources là. Ça reste et ça n'incline pas aussi, très important, c'est que congé dans la carbonite, ça inclinait au moment où ça arrive en jeu. Donc il y a plein de côtés négatifs. J'ai du mal à voir à quel moment c'est plus intéressant. Si vraiment c'est de la tempo, on préfère à mort. Mort, il ne sert à rien. Bon, c'est en tout cas intéressant pour le set, pour le limiter, d'avoir ce genre d'effet, de taxer sur des grosses unités pour ralentir l'adversaire quand il a une grosse unité, il va forcément payer. En tout cas, on va espérer qu'il le fasse et du coup le ralentir et gérer son unité autrement. Bon. À côté, on va voir une unité spatiale pour 3 en Ruse Infamie, Contracted Jump Master, une 2-4 pègre, véhicule et transport, sentinelle, bon classique. On retrouve des sentinelles dans tous les sets et adaptés au set en cours. Pour 3, on a une unité terrestre, Rafa Martez, en ruse uniquement, une 3-3 pègre. Quand on la joue ou quand on attaque, on peut infliger un point de dégâts à une unité amie et on redresse une ressource. Donc on peut imaginer avoir une 3-2 pour 2 autour d'eux et avoir encore une ressource de disponible. Bon, faut qu'on en fasse quelque chose de cette ressource-là. Autour d'eux, c'est là où elle a le plus de chances de survivre. Et ouais, j'ai pas trop d'idées. La puissance de la carte, ça reste une 3-2 pour 2. Ouais, c'est moins bon qu'une 3-2 pour 2 parce qu'on est obligé d'avoir 3 ressources et la ressource on la récupère après. Ouais, j'ai un peu de mal à voir dans quel cas c'est vraiment intéressant. Ouais, je pense pas qu'on la verra beaucoup après en limité, oui, mais en construit, je vois pas de place là. Sauf si on arrive à utiliser ce dégât-là pour en faire quelque chose. Pour soigner, typiquement, ou des choses comme ça qui donneraient un petit boost supplémentaire. Alors, c'est intéressant, typiquement, dans un deck Obi-Wan, de redresser des ressources en attaque. On sait qu'on pourra la soigner ou soigner une unité amie, un peu importe laquelle. Ah, ça peut être intéressant, pardon. J'ai oublié ça, mais sur des unités à plomb. Ouais, bon, il y a peut-être des situations intéressantes, mais ça me paraît quand même un peu long. Skyway Cloud Car pour 3 en ruse, on a une 3-3 terrestre, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'est des unités terrestres. Frange, véhicule et chasseur, donc frange on en retrouve un petit peu. Une fois éliminé, on peut renvoyer une unité non leader qui coûte avec une puissance de 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc déjà c'est un véhicule terrestre, on n'en voit pas énormément, surtout à des faibles coûts comme ça, qui a un effet une fois éliminé qui peut être intéressant, surtout pour gérer les petits jetons, X-Wing ou TIE Fighter. Et c'est une 3-3 pour 3, véhicule qui peut être piloté du coup. Ouais, c'est pas si mauvais que ça, en tout cas, à la limite, je le trouve pas mal. Puisque justement, le fait qu'il puisse remonter en main. On construit, bon, je pense que ça passe sa place. Hein. Je réfléchis même typiquement dans un deck en solo, s'il y a de la place pour ça. Non, je pense qu'il n'y a pas. Non, en fait, en terrestre, le problème c'est que là, les stats sont trop faibles. Ouais. Mais en limité, c'est sympa. Continue, toujours dans Ruse, on a le Corporate Light Cruiser pour 6 en Ruse, une 4-6 frange, encore véhicule et vaisseau capital, qui a embuscade et raid 1. Donc, il arrive en jeu, il tape à 5. Et ensuite, il tape à 5 à chaque fois qu'il attaque, quoi. Pour 6, une 4-6. Ouais, non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Les stats sont bien, les effets sont bien. On aura. Je sais pas s'il y a beaucoup d'unités à 5. S'il l'aurait tapé à 6, ça aurait été excellent.
À 5, la plupart des unités de son acabit survivront. Ce sera plus pour aller gérer une petite unité, mais derrière il pourra finir, il pourra quand même frapper la base, etc. Bon, c'est pas si mal. Pour 4, on a le Kimogila Heavy Fighter, donc en russe aussi, une 3-4 pègre, véhicule et chasseur. Une fois joué, on fait 3 dégâts indirects à un joueur et on incline chaque unité qui a été endommagée par ce moyen. Donc typiquement, on va faire 3 dégâts dans la base, sauf si l'adversaire a déjà toutes ses unités en inclinées. Bon, une 3-4 pour 4 en spatial, c'est pas folichon, hein. Habituellement pour 3, on a les mêmes statistiques. Par contre, l'hyperspace est magnifique, le vaisseau, l'illustration est super belle. Il me faudra de toute façon toutes les cartes spatiales en hyperspace, même les améliorations. C'est tellement joli. Super Heavy Ion Cannon, une amélioration pour 2 en ruse. On l'attache à un vaisseau capital ou à un transport. Alors là, c'est un peu plus restreint. Vaisseau capital et transport, donc c'est plutôt des unités coûteuses. Alors, les transports, on en a 3, mais ça reste quand même pas les unités de base. L'unité attachée gagne en attaque. Vous pouvez incliner une unité non leader que le joueur défenseur contrôle. Si vous le faites, vous infligez des dégâts directs égaux à sa puissance à ce joueur. Et ça donne plus 3 points de vie. Donc on attaque, on incline. On peut incliner du terrestre, du coup, ou du spatial, selon on l'a attaché, on s'en fiche. Et il se prend autant de points de dégâts que l'unité, la puissance de l'unité. Donc ça punit les joueurs qui jouent des gros vaisseaux capitaux, hein, puisqu'on va pouvoir l'incliner et lui faire autant de points de dégâts indirects. C'est lent, il faut jouer l'amélioration, l'adversaire le voit venir, il va s'attendre à ce qu'on attaque avec. Du coup, il va certainement faire attaquer son gros vaisseau avant qu'on puisse l'incliner. Ouais, c'est lent, c'est du limité, quoi. Je vois pas dans quel cas on pourrait le faire. Alors, si on le joue sur... ouais, non, mais ça marche pas. J'allais dire sur le Malvolence qui fait qu'une unité n'attaque pas, mais en plus il donne -4, -0, mais elle attaque pas. On lui attache ça, parce que c'est l'arme du Malvolence à la base. Le tour d'après, si on a l'initiative, on peut l'utiliser. Bon, c'est trop lent, c'est trop... je pense que ça sera très marrant à faire, si on arrive à le faire, mais ça sera tellement lent qu'on n'y arrivera jamais. Et on termine avec les cartes neutres, le Rogue Class Starfighter pour 4 en infamie, une 4-3, séparatiste véhicule, chasseur, sentinelle, bon on connaît, c'est une amélioration du vaisseau du soleil noir. Ça coûte 1 de plus, ça +1/+1 de stats, ok. C'est utile, hein, c'est ce genre de carte qu'on a envie d'avoir limité pour bloquer un peu l'adversaire, mais je pense qu'il a pas sa place en construit. Les 3 points de vie sont trop légers. Préférera pour le même coup le vaisseau vigilance qui était 3-4 en sentinelle. Bien sûr c'était vigilance, donc il faut avoir les bonnes couleurs. Hopeful Volunteer pour 2, on a une en héroïsme, on a une 1-3 rebelle pilote. Et pour 2, en pilote, on donne +1/+3. Bon, c'est classique, hein, c'est comme les pilotes clones, les mêmes stats, simplement sur le véhicule. Et enfin le Flanking Fang Fighter pour 3, une 2-3 Mandalorian Véhicule Fighter, donc c'est des stats un peu faibles. Tant qu'on contrôle un autre chasseur, une autre unité chasseur, pardon, cette unité gagne raid 2. Donc il tape à 4. Ça reste voilà, une unité neutre, hein. On sait que les unités neutres c'est plutôt du remplissage de deck, donc on va pas trop faire grand chose avec ça, il faut jouer un peu de fighter, alors ça peut être intéressant dans Luke, hein, mais pour avoir plus de chasseurs dans le deck, mais c'est pas une super unité de manière générale. Bon voilà, ça conclut tout ce qui a été révélé pendant le stream. C'était assez beaucoup de cartes, donc la vidéo est un peu longue, je suis désolé, enfin j'espère que vous avez tenu jusque là. En tout cas c'est très agréable de voir tout ce qu'ils ont développé. Il y a énormément de petites mécaniques qui commencent à apparaître. On voit beaucoup de synergie avec les traits, beaucoup comment dire, d'effets qui renouvellent le jeu aussi bien par la capacité de pilotage que par tout ce qu'ils mettent autour. C'est super hypant, moi ça me donne vraiment envie. En plus les illustrations sont magnifiques, enfin, tous les chasseurs resplendissent, j'ai l'impression, et
J'ai vraiment envie de voir les cartes en vrai pour me rendre compte. Et même les pilotes qui sont juste à côté d'un cockpit et autres, ça donne envie de les voir en hyperspace pour voir le rendu de ce genre de cartes. En tout cas, j'espère que vous êtes tout autant hypé que moi. Moi, j'ai très très hâte. Là, le set arrive dans 2 semaines maintenant avec les AP. Donc j'espère que vous serez dans les starting blocks, ou plutôt dans votre cockpit pour en profiter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à aller voir nos autres vidéos sur les duels des cartes sur table, où nous retrouver en streaming tous les lundis soirs. Alors tous les lundis soirs, peut-être pas parce que là-bas, je vais avoir des congés, mais bientôt la reprise avec le 10 mars, je serai de nouveau en live. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne découverte de toutes ces cartes avec vos ouvertures en avant-première si vous le faites, ou vos ouvertures de display. Bon, voilà, vous savez qu'il vous reste à faire, sachant que ça va être renouveler toute la méta. Je suis sûr qu'on verra énormément de nouveaux leaders sortir. Il y en a beaucoup qui sont excellents en construit, beaucoup qui sont très très bien aussi en limité. Il ne faut pas vous focaliser que sur le construit, c'est très très bien aussi en limité. Tous les petits leaders qui sortent, qui n'ont pas l'air d'être très puissants, mais qui sont très très sympas à jouer. Et donc voilà, je vous invite simplement à bien vous amuser avec ces nouvelles cartes, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.